C'est l'heure de l'information sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, les jeunes militants du parti politique Union progressiste Le Renouveau UPR se sont réunis à la Maison des Jeunes d'Akwakwa pour célébrer l'édition 2025 de la Journée internationale de la jeunesse. C'était en présence de plusieurs autorités politico-administratives et de différents militants venus de la ville de Cotonou. Le film de la cérémonie dans cette édition. Le ministre coordonnateur du Collège des ministres conseillers du président Patrice Talon, Janvier Yawedéou, à travers une émission sur les plateaux de ESAE TV, s'est prononcé sur les origines de sa rupture politique avec l'ancien chef de l'État, Boni Yayi. Un éloignement progressif amorcé dès 2008 et motivé selon lui par de graves soupçons de mauvaise gestion. Vous suivrez dans ce journal un extrait de ses explications sur le sujet. La Confédération africaine de football, CAF, a validé ce mercredi 13 août 2025 le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou pour accueillir les tours préliminaires des compétitions interclubs de la saison 2025-2026. Une homologation de la CAF qui permettra à Coton Football Club et Dadje Football Club de jouer à domicile devant leurs supporters. On en parle dans quelques instants. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. On démarre cette édition avec cette triste nouvelle qui survient dans la commune d'Ndali. Un accident de la route s'est produit ce mercredi 13 août 2025 aux environs de 6 heures du matin à l'entrée de la commune d'Ndali, département du Borgou. Le bilan provisoire fait état d'une vingtaine de blessés, dont 4 victimes grièvement blessées. Il s'agit d'un bus de la compagnie TSTL à destination de Malanville qui s'est renversé au niveau du village de Tamaro, commune d'Ndali. Selon des témoins, le conducteur du bus aurait perdu le contrôle du véhicule suite au détachement d'un des pneus. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Je l'annonce au sommaire de cette édition, les jeunes militants du parti politique Union progressiste Le Renouveau UPR se sont réunis à la Maison des Jeunes d'Akwakwa pour célébrer l'édition 2025 de la Journée internationale de la jeunesse. C'était ce mardi 12 août 2025 en présence de plusieurs autorités politico-administratives et de différents militants venus de la ville de Cotonou. Le reportage de Francis Ola Farami. C'est la volonté politique qui dicte le prix de tout ce que nous faisons. Que soit le prix des casquettes, les habits, nos belles chaussures. Autonomisation des jeunes grâce à l'intelligence artificielle et aux compétences du numérique. C'est le thème autour duquel ont eu lieu les échanges lors de l'édition 2025 de la Journée internationale de la jeunesse, initiée par les jeunes militants du parti Union progressiste Le Renouveau. Nous, jeunes du 3e arrondissement, on s'est associés pour décider de la célébration de cette journée. Nous avons décidé de pionner, de cibler chaque jeune dans chaque quartier du 3e arrondissement. Nous sommes allés voir notre CA qui nous a donné tout son soutien. Après, nous sommes allés voir M. Cephas et M. Gourou avec beaucoup d'autres autorités. Et nous ont proposé que nous élargissons cette célébration de la Journée internationale de la jeunesse édition 2025 sur toute l'étendue du territoire de Cotonou. Pour cette édition, le comité d'organisation a créé un cadre qui a permis de mener des réflexions sur les avantages que constitue le numérique aux jeunes, de même que ce qui constitue l'hygiène en la matière. Nous avons initié une journée de réflexion à laquelle nous avons invité un expert, M. Parfait Ao, qui est le porte-parole du parti, qui est arrivé, qui nous entretenu sur le thème
de l'année retenu par les Nations Unies, qui est l'autonomisation des jeunes grâce à l'IA et aux compétences du numérique. Une célébration qui a connu la présence de plusieurs autorités politico-administratives qui ont témoigné leur attachement et leur accompagnement à la cause de l'épanouissement des jeunes. C'est un thème d'actualité. Il faut que tous les jeunes s'y adonnent pour que la jeunesse de demain soit une jeunesse bien formée et outillée pour le développement. Si les jeunes aujourd'hui prennent déjà conscience de ce que leur devenir est désormais entre leurs mains dans l'informatique augmentée et le numérique, je suis d'ores et déjà satisfait du fait que désormais la relève est assurée. Les jeunes militants du parti Union progressiste Le Renouveau ressortent de cette célébration plus aguerris et renseignés sur les opportunités du numérique. À travers le petit atelier de séminaire que l'expert a donné, on a pu comprendre que dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et aussi de l'entrepreneuriat, beaucoup d'opportunités s'offrent aujourd'hui aux jeunes parce que le gouvernement a fait de ces secteurs ses priorités. Il y a l'opportunité pour nous les jeunes de créer des applications et des solutions numériques. Je remercie le chef de l'État, mettons, dans la zone de Touiwado Torome, et Gbedi, Mimayon, à zone de Touiwado, mais Gbedi, il va timer à zone de Touiwado. Bataki donc bon 77 communes et Gbedi time Bikbata bon mi va si même mi remercie dans Maouyenane à Zangagbega. Pour le comité d'organisation de cette journée, la mission est donc accomplie. Je peux dire que je suis satisfaite. Et au nom du comité d'organisation, je peux aussi dire que nous sommes satisfaits parce que le porte-parole du parti nous a éclairé sur certains points dont nous n'étions pas au courant. Par exemple, la fibre optique qui a été implantée dans 70 communes sur 77 communes sur tout le territoire béninois. Les jeunes, à travers cette activité, se donnent la main pour profiter des opportunités de l'informatique avancée et maintenir le cap pour 2026. Le ministre coordonnateur du Collège des ministres conseillers du président Patrice Talon, Janvier Yawedéou, a expliqué sur le plateau de ESAE TV à travers l'émission Info Hebdo les origines de sa rupture politique avec l'ancien chef de l'État, Boni Yayi. Un éloignement progressif amorcé dès 2008 et motivé selon lui par de graves soupçons de mauvaise gestion. Le ministre délégué explique avoir financé sur ses propres ressources des investigations qui l'ont conduit jusqu'à l'étranger. Suivez un extrait de ses propos au micro d'Abdelkader Achiro. J'ai été avec Yayi Boni pendant 2 ans. Qu'est-ce qui vous a fâché? 2006 à 2008. Il y a eu ce qui nous a fâchés. Il y a eu l'ancien président de la République, Émile Delin Zissou. Il avait un parti qu'on appelait l'UNDP, qui a organisé son congrès à Boycon. Et j'étais parti. Le député Issa Salifou y était. Malheureusement pour moi, enfin, ou heureusement, malheureusement, Salifou a parlé juste avant moi. Et il a dit que les fonds issus des véhicules, de l'affaire des véhicules d'occasion que Soglo avait Soglo qui avait amené ce truc, qui ramenait beaucoup d'argent au Bénin. En parenthèse, c'est le Bénin que les pays voisins ont triché. Sinon, c'est le Bénin qui a conçu ça. Et qui ramène vraiment des devises. Donc, quand Yayi Boni est venu au pouvoir, ça a continué. Et le député Salé, enfin, il s'appelle Issa Salifou, alias Salé, trouvait que les fonds n'étaient pas budgétisés. Et que Yayi Boni avait des coffres-forts dans sa voiture, dans sa maison, au bureau, partout. Attends, moi, j'étais choqué. Et il me revenait de prendre la parole en tant que de la mouvance Yayi, il me revenait de prendre la parole juste après l'opposant Issa Salifou. Alors, quand j'ai pris la parole, j'avais tellement honte, je ne savais pas quoi dire. Vous avez honte pas quoi? J'ai dit, mais comment, je suis de la mouvance et on a dit que mon club, que je défends alors que nous avons fait la marche contre la corruption, on dit que c'est du bluff.
Mais une fois passé, j'ai dit, mais le jour-là, j'ai dit, et si je vais faire mes enquêtes. Qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. Vous l'avez dit à qui? Je l'ai dit, non, je l'ai dit, c'était devant les micros. Je vais faire mes enquêtes et si ce que je viens d'entendre, c'était vrai, que j'allais quitter Yahi Boni. Et Saleh étant opposant, étant le patron de Canal 3, ce que j'ai dit là, c'est passé, c'est repassé. Ça passait en boucle sur Canal 3. Et c'était à Boycon. Moi, lorsque j'ai fini, je suis allé dans mon village, toujours dans le zoo. Et le chef de l'État m'appelle. Tu es où? Je dis, président, je suis... je veux te voir. Donc, le président Boni Yahi. Boni Yahi. Donc, lorsque je me suis empressé pour repartir sur Cotonou, je vais le voir à la maison. Il dit, mais qu'est-ce que tu es parti? Il dit, monsieur le président. Voilà. Vous étiez bleu, c'est ça? Non, 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 bon. Tel qu'il son appel était insistant, j'avais compris que, bon, là, j'avais jeté les cailloux sur le mur de l'église et il fallait que je réponde. Donc, je l'ai vu. Il me dit, mais quand Saleh a dit que je suis un voleur, pourquoi tu n'as pas dit qu'il ment? J'ai dit, monsieur le président, je suis au Parlement, je ne suis pas à l'exécutif, je ne veux pas savoir si Saleh ment ou pas. Je dis, ah, voilà les amis que j'ai. Ils ont un pied dedans, ils ont un pied dehors. Comment tu n'as pas pu me défendre? C'est là que je me suis énervé. Mais monsieur le président de la République. Vous énervez contre Boni Yahi? J'ai dit, monsieur le président de la République. Mettre en doute ma sincérité, c'est choquant. J'ai les deux pieds avec vous. Mais si ce que Issa Salifou a raconté, c'est la vérité, je vais vous quitter. C'est là où... Vous lui avez dit droit dans les yeux. Droit dans les yeux, il est encore vivant, non? Droit dans les yeux, je lui ai dit ça. Et manque de peau pour moi. On en était là, j'ai revu Saleh, Issa Salifou pour mieux comprendre, il m'a expliqué, il m'a amené des documents à l'époque. Il y avait le député Agua Edmond, j'ai vu tout cela, mais les choses étaient graves. J'en étais là, lorsque le diable est dans, on vient me dire que les tracteurs qu'on a achetés à 10 millions, 12 millions, n'ont pas fait 3 mois, sont en train de tomber en panne à la queue leu-leu. Parce que j'avais un parent qui avait acheté. Et de fil en aiguille, j'ai commencé par en parler. Le ministère d'évangélisation et du perfectionnement des saints du Temple Palais de Gloire organise 4 jours de rencontres prophétiques du 21 au 24 août prochain. Au terme de ce programme, l'Église fera don de 300 kits scolaires aux écoliers, élèves et étudiants. Plus de détails sur les conditions à remplir pour l'obtention de ces kits dans cet élément que nous propose comme Quentin Amoussou. Le ministère d'évangélisation et du perfectionnement des saints, Temple Palais de Gloire, organise 4 jours de rencontres prophétiques du 21 au 24 août prochain. Ce programme va être animé par d'éminents serviteurs de Dieu qui viendront du Brésil, qui ont différents ministères, différents dons, pour impacter le peuple de Dieu qui fera le déplacement. Le thème autour duquel nous nous réunirons ici même, dans cet auditorium du Palais de Gloire, c'est « Expérimente ta nouvelle saison ». Pour dire qu'on quittera l'étape de prophétie pour entrer dans le plein accomplissement. Nous aurons ainsi les 2 premiers soirs, c'est-à-dire le jeudi 21 et le vendredi 22 août, à partir de 18 h, des temps forts de prédication, de prière, de prophétie et de manifestation de la puissance de Dieu. Il est prévu dans ce programme une rencontre spéciale avec les hommes et les femmes d'affaires, les commerçants, les entrepreneurs et tous ceux qui aspirent à être à leur propre compte. Cette rencontre, dénommée le samedi des affaires, sera un moment de grande bénédiction, de riche partage,
avec 2 hommes de Dieu qui nous viennent du Brésil, qui se trouvent dans la délégation et qui partageront leurs expériences avec les participants et surtout prier pour la prospérité des affaires. Ce sera autour d'un petit déjeuner gratuit le samedi 23 août à 9 h. Et le thème, c'est les secrets pour prospérer dans les affaires et dans l'entrepreneuriat. Nous terminerons ce programme, la journée du dimanche 24 août, par 2 rencontres, à savoir le culte à 9 h, qui sera un moment très édifiant. Et à 16 h, nous allons boucler la boucle par une soirée spéciale de louange et d'adoration prophétique. Cette soirée sera animée par plusieurs groupes, dont le groupe folklorique Tchénon, le groupe musical Shekinah Voice du Palais de Gloire, le serviteur Diamant et le groupe Sinon. Et tous ces groupes vont accompagner le groupe chantre qui nous vient du Brésil. Comme à notre habitude, conformément à la vision que le Seigneur nous a donnée depuis plusieurs années, le volet social sera encore au rendez-vous. Nous ferons la distribution de 300 kits scolaires pour les écoliers, les élèves et les étudiants. Ce sera précédé d'une séance de prière pour la rentrée scolaire 2025-2026, juste après le programme. Mais un ticket donnant droit à 5 kits sera distribué à chaque participant qui souhaiterait avoir ces kits et ce ticket sera donné gratuitement au cours du programme. Je tiens à préciser que non seulement tous ces programmes du début jusqu'à la fin se dérouleront ici même dans l'auditorium du Palais de Gloire, 6 à Papa, derrière le CEG Surulere, la rue avant celle du complexe Espoir 2000, non loin de l'église Saint-Martin, mais l'entrée est totalement libre et gratuite. On poursuit cette édition. La 2e édition de la fête identitaire Soklok-Bohwe s'est tenue du jeudi 7 au samedi 9 août dernier dans la ville de Dassazoumé. Une célébration à laquelle la marraine de l'édition 2025 et présidente de la Dynamique Chat, Christelle Rondonougbo Alioza, a assisté en apportant son soutien aux fils et filles de la région. Reportage signé comme l'Encantin Amoussou. La ville de Dassazoumé a vibré au rythme de la 2e édition de Soklok-Bohwe du jeudi 7 au samedi 9 août 2025. Christelle Rondonougbo Alioza, marraine de cette édition, a honoré de sa présence l'événement. C'est donc dans cette fraternité, dans cette entente et en n'oubliant pas en fait nos objectifs individuels par rapport à nos spécificités que nous allons aborder les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années, mais dans la fraternité. Les initiateurs de cette fête identitaire rappellent l'objectif fondamental qu'ils visent. Celui de construire ensemble une identité culturelle, territoriale et d'en révéler toutes les facettes au monde entier. Christelle Rondonougbo Alioza n'a pas marrainé une simple célébration festive. Ces 2 jours de manifestation étaient également un moment de réflexion sur le développement de Soklok-Bo. Et puis on parle au sport à présent, à nouveau homologué après son déclassement pour non-conformité. Le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou va abriter la Ligue des champions CAF et la Coupe de la Confédération. La Confédération africaine justement de football CAF a validé ce mercredi 13 août 2025 le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou pour accueillir les tours préliminaires des compétitions interclubs de la saison 2025-2026. Une homologation de la CAF qui permettra à Coton Football Club et Dadje Football Club de jouer à domicile devant leurs supporters. Après d'importants travaux de mise à niveau, l'enceinte du stade répond désormais aux normes exigées pour les compétitions africaines. En ce qui concerne le calendrier des compétitions interclubs,
Dadje Football Club affrontera le vainqueur du duel entre Al Ahly Tripoli et Al Ahly Benghazi. Coton Football Club, quant à lui, sera opposé à Blackman Warrior FC dès le premier tour préliminaire. On parle toujours sport. Pour la première fois de son histoire, le Bénin a pris part à la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football organisée à Derna, en Libye. Quelle appréciation et quel enseignement retenir de cette aventure sur la scène africaine? Le président de la Fédération béninoise de mini-football s'est confié au micro de Romaric Dessougo-Bouinou. On regarde. Le Bénin aujourd'hui, à l'instar des autres pays, a pris part à cette grande compétition. Je dis bien grande compétition. Il y a 16 pays qui ont pris part, dont le Bénin. Et nous avons été accueillis, hébergés dans de bonnes conditions. Et cette condition, c'est la CAF, la Confédération africaine de mini-football, qui a organisé tout avec le gouvernement libyen. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que c'est une grande compétition et nos remerciements vont à l'endroit de la Confédération africaine de mini-football et le gouvernement libyen pour cette organisation. C'est remarqué de tout le monde que nous avons pris part à cette compétition et tout au début, nous avons joué 3 matchs, nous avons eu 2 défaites, 1 victoire. Après, un 4e match a été offert au Bénin et également nous avons perdu. Mais dans l'ensemble, pour moi, c'est un résultat positif, dans la mesure où vous avez constaté les pays, aujourd'hui les pays qui sont derrière le Bénin. Nous sommes 16, aujourd'hui le Bénin occupe une 9e place par rapport à cette participation, à cette qualification. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que les résultats ne sont pas totalement bons, mais dans l'ensemble, pour le Bénin, Bénin est un nouveau élève dans ce royaume. Et avec ce résultat, nous pourrons être en mesure de dire félicitations pour le Bénin pour cette première participation, même si les attentes n'ont pas été comblées selon ce que nous aurions souhaité. Nous avons tiré beaucoup de leçons, beaucoup de conseils et nous avons apprécié dans l'ensemble ce que c'est que le mini-football. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de transmettre cette connaissance, cette appréciation à toute l'organisation, les ligues de mini-football au Bénin, la ligue qui organise le championnat de mini-football au Bénin. Mais nous sommes en mesure de dire que ce n'est pas du tout le même jeu par rapport au football à 11. Nos joueurs étaient toujours... L'équipe était toujours dans cette idée de jeu de football à 11 et n'a pas vite appréhendé, n'a pas vite apprécié que le mini-football c'est un jeu rapide, c'est un jeu qui se pratique en bloc et c'est un jeu qui a besoin d'endurance et de compétition dans les jambes. Aujourd'hui, pour la prochaine fois, s'il faut dire, nous allons mieux nous préparer, nous allons utiliser profiter des leçons, des conseils, des appréciations que nous sommes faites de cette participation pour bien mûrir notre prochaine participation, pour bien préparer notre deuxième participation. Et je vous garantis que beaucoup de dispositions seront prises pour corriger les lacunes, les tares que nous avons constatées par rapport à notre première participation. Au cours de la participation à la CAN, le comité exécutif s'est réuni en sa séance extraordinaire et au cours de cette séance extraordinaire, il y a eu les élections des nouveaux membres et du coup, au cours de cette élection, la Libye, le Maroc et le Bénin ont fait leur entrée dans le comité exécutif de la Confédération africaine de mini-football. On était 4 pays, mais 3 s'en ont sortis. Il y avait aussi le Nigeria, mais 3 pays se sont
défendus ont eu le privilège, l'accord des membres pour que ces pays soient aussi parmi les pays membres de la Confédération africaine de Bénin-Football. Aujourd'hui, nous pouvons dire aujourd'hui, le Bénin fait partie, lors de ces élections, le Bénin fait partie de la Confédération africaine de Bénin-Football. Et puis, hors de nos frontières aux États-Unis, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor a annoncé imposer de nouvelles sanctions contre des acteurs impliqués, selon lui, dans la violence armée et le commerce de minerais critiques en République démocratique du Congo. Les 5 acteurs, dont la coalition des patriotes résistants congolais Force de frappe, sont tous accusés d'exploitation illégale et de contrebande de minerais dans la zone minière de Rubaya. Ces mesures visent la coalition des patriotes résistants congolais Force de frappe, en abrégé Pareco FF, ainsi que la coopérative des artisanaux miniers du Congo et de 2 sociétés basées à Hong Kong. Entre 2022 et début 2024, le groupe armé Pareco FF contrôlait des sites miniers à Rubaya, dans le nord Kivu. Selon le Trésor américain, il a généré des revenus en supervisant l'extraction, en prélevant des taxes et impôts illégaux et en organisant la contrebande. Le Pareco FF aurait aussi imposé le travail forcé et exécuté des civils. Depuis sa création en 2022, le groupe a noué des alliances opportunistes et rivalisé avec d'autres groupes armés, dont l'AFC M23, lesquelles rivalités ont contribué à l'instabilité dans l'Est de la RDC, ajoute Washington. Ces sanctions interviennent alors que Washington discute avec Kinshasa et Kigali d'un accès sécurisé aux minerais de la région. Les États-Unis qualifient Rubaya de l'un des gisements de coltan les plus précieux au monde. Direction la Corée du Sud à présent, l'ex-première dame sud-coréenne, épouse de l'ancien président destitué, Yoon Suk-yeol, a été arrêtée ce mardi dans le cadre de plusieurs affaires de corruption. Plusieurs bijoux de luxe retiennent l'intention des enquêteurs. Lors d'une audience de 4 heures à Séoul, mardi, l'ancienne première dame de Corée du Sud a nié toutes les accusations. Mais le tribunal a émis un mandat d'arrêt contre elle, invoquant le risque d'une destruction des preuves. Son arrestation et son placement en détention provisoire impliquent également l'arrestation de l'ex-président destitué. L'ex-première dame Kim Keon-hee, 52 ans, est accusée de manipulation boursière en ayant artificiellement fait gonfler la valeur du titre d'une entreprise de commerce automobile entre 2009 et 2012. Kim Keon-hee est également accusée d'avoir violé les lois électorales en interférant dans le processus de nomination de parlementaires de l'ancien parti de son époux, le parti au pouvoir au peuple, en abrégé PPP. Le bureau de la formation politique a également été perquisitionné pour collecter des preuves des interventions présumées de Kim Keon-hee dans les élections, précise une source judiciaire. Et voilà, c'est sur cette actualité que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.